Et donc c'est ça la pliométrie en fait, où c'est une action où il y a les 3 régimes de contraction qui sont mis dans un même mouvement. Donc là on a l'exemple du saut, mais ça peut être l'exemple Un changement de direction, par changement de exemple. Hein. direction, ça peut être Mm. en course à pied, à chaque appui, lors d'un sprint, une accélération, Mm. n'importe quoi. Enfin la plupart des mouvements sportifs sont pliométriques de Mm. toute façon. Et puis ça, là, on prend les exemples sur le membre inférieur, mais ça peut être du lancer, que ce soit un lancer de javelot, lancer de n'importe quoi, où il y a une action pliométrique Mm. sur le membre sup, quoi. Mais ça, c'est bien. C'est vraiment important de voir que dans la plupart des mouvements sportifs, on a toujours un enchaînement des différents régimes de contraction. Et on fait, en tout cas très souvent, un passage de l'excentrique. On amortit une charge, ou on amortit son propre corps au final, par exemple sur un changement de direction en sport collectif, etc. Si jamais on doit changer de direction, on va poser le pied au sol évidemment, ralentir la charge, donc changer, commencer en fait, initier le changement de direction. Ensuite, on va forcément avoir une petite pause au milieu qui va être au final la contraction isométrique. Et ensuite, on va repartir. Donc là, on va réutiliser l'énergie qu'on a emmagasinée sur l'absorption de la charge pour le restituer. Donc on a vraiment ce continuum entre l'excentrique, l'isométrie et ensuite le concentrique. Là où c'est intéressant, et c'est le cœur un petit peu du podcast, c'est de se dire, même à l'intérieur de l'isométrie, parce que là on l'a assez bien simplifié en disant, en fait c'est une contraction sans mouvement apparent, mais au final, si vraiment on devait préciser l'isométrie, on pourrait aller plus loin et en le distinguant en 2 sous-catégories, entre une isométrie qui est plus proche de l'excentrique et un isométrie qui est plus proche du concentrique. Et c'est là où vraiment on a une histoire de continuum, quoi. Ouais, alors comme tu dis, l'isométrie, c'est pas si simple, et c'est vrai qu'en définissant un petit peu au début, j'ai pris l'exemple du curl biceps où tu tiens une position, et ça justement, c'est une forme d'isométrie. Ce qu'on appelle l'isométrie yielding, ou d'ailleurs c'est IMA, pardon, holding. On va définir, mais l'isométrie yielding, ou en anglais yielding, ça veut dire céder. Donc quand on cède à quelque chose, et l'idée, c'est que si je prends mon exemple encore du curl biceps, j'ai mon haltère dans le bras, je tiens la position, en fait, je suis dans une isométrie qui est orientée excentrique. C'est-à-dire que je tiens, mais si je tiens suffisamment longtemps jusqu'à ce que je puisse plus tenir, et que je puisse plus tenir l'angle, je vais forcément finir en excentrique. Mon muscle va finir par s'allonger parce que j'arrive plus à le tenir en iso. Donc ça, c'est la première version de l'isométrie, qui est une isométrie yielding, où je tiens simplement une position sur un mouvement, une position articulaire qui est donnée. Ensuite, il y a la deuxième version de l'isométrie, qui est l'isométrie qu'on dit overcoming. Donc là, en anglais, ça veut dire surmonter. Je crois qu'il dit en français, j'aime pas trop la traduction, mais isométrie surmontoire ou un truc. Ouais, un truc horriblement traduit. Je préfère dire overcoming, clairement, c'est plus stylé. Parce que surmontoire, c'est horrible. Et ouais, donc dans cette isométrie-là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on contracte les muscles sans mouvement apparent, mais il y a cette idée de chercher à bouger un objet qui est immobile. Par exemple, tu pousses contre un mur, le mur il va pas bouger, quoi. Donc tu contractes tes muscles, certes, il n'y a pas de mouvement parce que t'es pas en concentrique, t'es pas en excentrique, mais tu restes en isométrie. Mais du coup, là, c'est une isométrie qu'on va dire orientée concentrique. Et du coup, c'est très différent parce que entre ces 2 types d'isométrie là, il y a une isométrie orientée excentrique et l'autre qui est isométrie orientée concentrique. Il va y avoir des intérêts différents de faire l'un ou l'autre. Et même si on pouvait reprendre par rapport à l'exemple soit du saut ou soit du changement de direction, si on voulait expliquer un petit peu où est-ce qu'on les classe au final, par exemple on va prendre le saut parce que ce sera assez simple, mais dès qu'on pose le pied au sol, on va avoir toute la phase excentrique, donc là on va avoir un étirement, une contraction sur un étirement, et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on va avoir une petite pause isométrique, mais en fait c'est pas aussi simple parce que entre la phase excentrique et la phase isométrique, on va avoir cette portion de yielding, donc de céder, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite portion d'isométrie où on va céder. Ensuite, on va faire une transition de l'autre côté sur de l'isométrie en overcoming. Donc là, on va être orienté concentrique. Et ensuite, on va avoir le mouvement classique concentrique. Tout ça pour dire qu'au final, on peut utiliser une modalité d'isométrie
yielding ou d'isométrie overcoming en fonction un petit peu de la phase, en tout cas du mouvement qu'on souhaite travailler. Et dans tous les mouvements, après c'est aussi discipline spécifique, c'est-à-dire que suivant les disciplines, on va avoir plutôt un isométrie ou plutôt un régime préférentiel. Mais en tout cas, dans la plupart des mouvements sportifs, et au final de tous les mouvements plio, puisque les plios, la plio, ça reprend tous les régimes de contraction, on va avoir ces 4 modalités-là, donc excentrique, isométrie yielding, isométrie overcoming et concentrique. Ouais, comme tu dis, en fait, dans le continuum, c'est du coup, vu qu'on a distingué ces deux sous-formes d'isométrie, il y a, si on prend, je sais pas, tu es en train de sprinter, et au moment où tu poses ton appui, bah, tu vas avoir une portion excentrique où tu vas devoir freiner le mouvement, puis une portion isométrie yielding où tu vas amorcer la transition, puis bah, forcément le mouvement, là, pendant un instant T, il va être à vitesse 0, et il y a une inertie qui est maximale, et il va falloir rompre cette inertie pour inverser, et derrière, si tu veux, on a stocké l'énergie élastique sur la portion excentrique, du coup là, il faut la restituer. Et c'est là qu'il y a cette isométrie overcoming pendant un instant T, pendant vraiment une fraction de seconde, et derrière un réamorçage en concentrique où là on va exploser, et puis dans notre exemple du sprint, on va aller vers le push-off et on va aller vers le prochain appui. Mais ouais, du coup, là où ça peut être intéressant, c'est dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que aussi bien l'isométrie overcoming que l'isométrie yielding sont égales d'un point de vue développement de la force. Et ça, ouais. Après, ça peut être discipline spécifique, mais oui, comme Alexis dit, indépendamment de la modalité, après, il va y avoir des distinctions sur l'influence sur la fatigue ou quoi, mais il semblerait que le gain de force soit similaire. C'est-à-dire que peu importe si j'utilise une stratégie de yielding ou du coup j'utilise une charge externe et j'essaie de résister à la baisse en fait inévitable de la charge, et donc dans ce cas-là je suis en isométrie, ou alors à l'inverse j'enlève cette charge mais je pousse sur quelque chose qui est impossible à déplacer. Si l'intention est portée au max, en gros, théoriquement, les gains de force sont assez similaires. Après, la question, c'est du coup de se dire quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Pour moi, il y a différentes choses. Déjà, bon, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il va y avoir la spécificité de l'activité. Parce que, par exemple, si on est une discipline à dominante concentrique, et je vais prendre le vélo parce que c'est une discipline que je connais assez bien. Si on prend le vélo, par exemple, on est majoritairement concentrique, on a très très peu d'excentrique, on a un petit peu de pliométrie, c'est pas connu, mais il y a un petit peu de pliométrie quand même sur le coup de pédale. Mais du coup, là, on a plutôt intérêt d'utiliser des stratégies, en tout cas si on veut développer la force, d'overcoming, donc d'isométrie overcoming, de surpassement, puisqu'on sait que dans tous les cas, dans le vélo, on a une composante concentrique qui est bien plus importante que la composante excentrique. Donc vraiment, après, on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on met ça dans l'année, etc. Mais globalement, la spécificité de l'activité montre que l'overcoming en isométrie est plus intéressant pour le vélo. Après, outre la spécificité de l'activité, il y a aussi une question de savoir si entre les deux modalités, il y en a une qui, par exemple, influence plus la fatigue ou qui fatigue plus la tête. Et apparemment, en tout cas de la littérature sur le sujet, globalement, le yielding, donc l'isométrie orientée vers l'excentrique, induit plus de fatigue. Et en fait, ça paraît même logique puisqu'on sait que c'est orienté vers l'excentrique et que l'excentrique, c'est globalement un petit peu plus demandant physiquement.